Michel, non, Michel, non, mais fous-moi la paix. Pitié, s'il vous plaît. Oui, non, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pouvez... Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil afin que je joue encore mieux que je ne le fais? Arrête tout. T'as plus rien à faire, t'as tout donné, il faut maintenant que tu t'arrêtes et que tu disparaisses. Disparaître complètement? Oui, absolument. Non, mais non, parce que je vais te dire, on en a marre. De moi? De toi, oui. Et de mon talent? Oui, de ton talent. Non, mais sérieusement, vous avez bien un conseil à me donner. Je te... Fous-moi la paix! Non, mais sérieux, voilà, faites-le. Non, fous-moi la paix! Non, mais juste un truc, Michel. Quoi? Un truc, bon. Écoute, je te préviens, ça fait au moins la 6e fois que tu m'emmerdes. Mais je sais, mais... Je te fous une volée. Non, c'était juste pour ça. Michel! Mais non, mais vous croyez que ça va faire rire, ça? Non! Ouais, salut, Prévost! Ça va? Vous trouvez que vous avez un certain génie? Je pense que j'ai beaucoup de talent et... Et votre femme, vous la faites rire? Ah oui, beaucoup. J'ai 2 enfants. Vous aimeriez être internationalement connu? Absolument. Ah oui, tout à fait, alors. Je vois même pas pourquoi je ne suis pas encore à Hollywood. Il faudrait qu'ils se dépêchent un peu, les Américains. Je trouve toujours un motif d'être furieux. Est-ce que vous trouvez qu'en dehors de vous, il y a quelques comiques en France ou aucun? Quoique ce ne soit pas une émission sur lui, le plus grand comique français, pour moi, c'est Serrault. C'est Michel Serrault. C'est bien. Non, je dis c'est bien, c'est gentil d'être venu parce que ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve une idée, vous savez, pour l'émission à vous portant. Oui? Je voudrais qu'on trouve une idée rigolote, puisque vous êtes... Qu'est-ce que tu veux faire de l'amusant? Non, mais enfin... Quelque chose de drôle, de marrant, on pourrait... Hein? Non, je dis on pourrait trouver quelque chose de drôle, de marrant à faire ensemble. Attends. Non, mais non! Dupuis, sortez. Sortez. Prenez vos cahiers. Arrêtez de manger vos chewing-gums. Mettez-les derrière l'oreille. Écrivez. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie et l'œuvre de Daniel Prévost. Et plus particulièrement son humour, qui est grand, comme chacun le sait. Nous sommes en 1939. Et un événement d'une importance considérable pour le monde va passer inaperçu. Je veux parler de la Seconde Guerre mondiale, qui va être totalement éclipsée par la naissance de Daniel Prévost le 20 octobre, dans une petite ville de banlieue appelée Garches. G-A-R-C-H-E-S. Gondruchet sortait également. Sortez, je vous dis. Le voici Daniel Prévost, délicieux petit bambin, dont on voit déjà sous ses couches le regard perçant. Il a 2 ans, à cette époque, il a 2 ans, et selon la légende qui s'est emparée de lui, il lit couramment le grec, le latin, l'araméen littéraire et Marcel Proust, à l'envers. C'est à cette époque également qu'il commence à écrire ses premiers vers, dont on a retrouvé trace dans une poubelle du 16e arrondissement. Voici les 2 premiers. Salut au clair matin qui montre le chemin. Salut à la rosée mouillant ton pied léger. On remarquera la pauvreté de la rime. Dupuis, ressortez, s'il vous plaît. Ressortez, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous voir ici. 1945, Daniel Prévost fête brillamment ses 6 ans et la victoire. Et à cette occasion, Paris lui offre un bal. De 1945 à 1949. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, Vous parlez tout seul? Ça a un côté vieux machin. il ne cesse de grandir.
Ce qui provoque, naturellement, l'admiration de ses parents. Comment ça se passe pour les jeunes gens, par exemple? Comment ça se passait à votre époque, en fait? Ah, ben, vous savez, moi, je sais pas, mais j'étais comme toutes les jeunes filles, je sortais un petit peu, mais les jeunes gens étaient très respectueux. Les jeunes gens étaient respectueux, Ah, c'est très respectueux. C'est-à-dire qu'on ne proposait Oui, pas, oui. on n'allait pas Oh, tout de non, suite... non. Ah, non, 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 ça, non, non, pas du tout. D'accord. Au revoir, messieurs, dames. 1959, alors là, il est appelé sous les drapeaux. Voici une photo qu'on a retrouvée dans les archives du service des armées. Vous le voyez ici, au deuxième rang, assis. C'est-à-dire le type qui se fond dans la masse. Mais il est renvoyé dans ses foyers au bout de 77 jours parce qu'il voulait repeindre la caserne en rose. C'est pas très drôle. 1959-1961, il fait la ruine de ses parents qui doivent travailler dur pour lui payer des cours de diction au Centre d'art dramatique de la rue Blanche, où déjà son maître, Michel Serrault, était passé quelques 20 ans avant lui. 1976, Daniel Prévost crée sa première œuvre dramatique au Théâtre Fontaine, Grandeur et misère de Marcel Barjus, et une émission de télévision lui consacre une émission importante. Mais ce que je comprends pas, c'est le principe de l'émission. C'est sur une émission sur toi. C'est une émission sur moi. C'est une émission à bout portant, c'est sur moi. C'est de la télé. Oui, c'est de la télé. C'est filmé. Il répète, Il le répète, il y a le des cons- textes. Oui, 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 il y a plein de... C'est sur moi, c'est l'émission à bout portant. Mais j'ai compris, c'est à bout portant. Oui. Alors C'est donc, que le le genre, ce que je voudrais savoir, c'est le genre de l'émission. C'est une émission. dans quel genre? Ah, oui, d'accord. Ah, dans C'est- quel genre, là? Ben, c'est marrant, c'est une émission marrante. C'est pas con, enfin, je sais pas. Ah non, 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 c'est pas ça, non. Non, non, sûrement pas. Non, ce qu'il faudrait, moi, ce que j'avais pensé, c'est essayer de faire des trucs, des gags. Essayer de faire des gags, c'est ça? Alors, je dis, comme on peut faire des... Mais je vois pas tu es là, des gags, et bon, bah oui. Ben, est-ce que, par exemple, j'ai pensé... Mais je à- comprends pas, moi. Comment? Brigitte. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est joli, moi j'aime beaucoup. C'est le prénom que je préfère. Je vais vous dire, c'est le prénom que je préfère. Et moi, comme type, est-ce que je vous plais comme type? Oui. Hein? Oui. Regardez. Hein? Vous êtes quand même un peu âgé pour moi. Je suis un peu âgé pour vous? Oui. Ah bon? Quel âge vous avez, vous? J'ai 15 ans. Et vous, madame, quel âge vous avez? Ah, moi j'ai 44 ans. Ah, bah alors, allons-y. Vous aviez quelque chose à me demander, madame? Asseyez-vous, monsieur Prévost. Oui, mais je ne vous attendais pas si tôt. Aïe! Ça va pas être trop long, donc. Parce que... Bon, hein? Ça va être long. Bon, alors je préfère m'installer. Ça dépend de vous. Ah non, mais moi je veux bien répondre à toutes vos questions. Hein. L'essentiel, c'est qu'elles soient... Non, non, j'allais dire qu'elles soient intelligentes. Oh, quel imbécile, franchement. Je voudrais vous demander d'abord si, quand on est professeur, on est toujours un peu comédien, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne vous a pas gêné de porter une perruque devant vos élèves? Non, au contraire, c'est un artifice assez sournois parce que, comme ça, quand j'ai fini ma leçon, je l'enlève et ils ne savent pas qui je suis. Et vous le faites chaque fois? Comme ça, je rentre chez moi tranquillement, je ne suis pas agressé par mes élèves. Et vous portez une perruque chaque fois que vous leur parlez? Bien sûr. Ils ne savent pas qui je suis, à la vérité. Est-ce qu'ils savent que vous avez une pièce en ce moment au Théâtre Fontaine? Ils le savent, mais par l'intermédiaire d'une personne extérieure.
Est-ce qu'avec cette pièce de théâtre, vous avez le sentiment de réussir pour la première fois? Absolument. C'est la première fois que je m'assume. Bon Dieu, il a dit un gros mot la vache! C'est la première fois que, d'abord, que je suis content de faire quelque chose dans ce métier. Et ensuite, c'est la première fois que je suis content de jouer. Parce que d'habitude, quand j'allais jouer, j'allais un petit peu à l'usine, vous voyez. Parce que j'avais pas très envie de jouer ce qu'on me donnait à jouer. Mais là, je suis tout à fait satisfait. Je dis bravo à l'auteur. C'est moi. J'aime beaucoup ce que j'écris. Je peux dire que je suis un fan de moi. J'ai lu mon dernier livre. Chapeau. Qu'est-ce que j'écris bien? C'est remarquable. Quel style, quelle plume, quelle encre. Je peux dire que j'éprouve de l'affection pour moi. Ça va tellement loin que souvent, je m'envoie des lettres d'admiration. En général, quand je les reçois, je ne les lis pas, je les jette au panier, mais la semaine dernière, j'en ai reçu une, pas comme les autres, avec un cœur dessiné sur l'enveloppe. Alors je l'ai ouverte, je l'ai lue, et elle m'a tellement plu que je m'y suis répondu en me fixant un rendez-vous. J'arrive au café avec une demi-heure d'avance pour être sûr de ne pas me louper. Crac! J'étais déjà là. Je me suis reconnu tout de suite. Ses yeux, ce sourire, ce maintien, cette élégance qui me caractérise, cette complaisance avec moi-même. J'étais un peu intimidé, je l'avoue, mais avec une très grande simplicité, je me suis tout de suite mis à l'aise. Ainsi, c'est moi, mon meilleur fan. Me fis-je? Oui, maître. Assieds-moi. Que prends-je? Oh, un café. 2. Je me suis permis de m'apporter le manuscrit que je viens de terminer. Je voudrais avoir mon avis. Volontiers. Je le lirai très attentivement et je me dirai sincèrement ce que j'en pense. Et puis nous commençâmes à parler de moi, et de moi, et de moi. Et de fil en aiguille, la conversation roula sur moi. Enfin, cette conversation passionnante a duré 2 heures. 2 heures pendant lesquelles je me suis aperçu que j'avais un tas de points communs avec moi. Par exemple, j'aimais bien le café, moi aussi. J'aimais pas l'andouille, moi non plus. Enfin, je me suis tellement plu que depuis, je ne me quitte plus. Et on dira ce qu'on voudra, mais c'est tout de même merveilleux de vivre dans l'ombre d'un grand homme, comme moi. Je ne vous dirai pas mes créations qui sont totalement mineures, mais quand même, c'était des choses qui m'ont permis de vivre jusqu'à mon âge, jusqu'à 37 ans, et qui m'ont donné la mine resplendissante que j'ai. Est-ce que vous trouvez qu'il est tard pour réussir? Pour moi? Oui. Mais non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, premièrement. Deuxièmement, je considère que c'est tout à fait normal d'arriver à 37 ans, pour la bonne raison, c'est que on mûrit. Chaque année, on mûrit, tous les jours, on mûrit. Donc, moi, j'ai mûri pendant 37 ans. Je suis presque blette. Vous n'êtes pas précoce, vous ne trouvez pas que vous êtes précoce? Ah non, pas du tout. Non, non, je ne suis pas du tout précoce, et je vais même vous dire, heureusement que ça vient maintenant. Parce que de toute façon, je ne pourrais... je suis au maximum, là. C'est-à-dire, j'avais autant de talent, il y a 10 ans. Mais les gens ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas parce qu'ils n'ont pas de curiosité, parce que, bon, bah, c'est comme ça. On se dit, ce petit gars-là, il est bien, mais il faut qu'il attende 10 ans. J'ai entendu ça, moi, pendant des années. Le petit Prévost, il est bien, mais tu sais, toi, je vais te dire, attends, mon vieux, c'est pas encore ton heure, attends. Et puis alors, comme ça, tranquillement, on attend, et puis, bon, il se passe rien. Et puis à la fin, on en a marre. Alors on se dit, tiens, je vais faire quelque chose. Moi aussi, je vais montrer que je sais faire quelque chose. Et voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais vous dites qu'on ne savait pas que vous aviez du talent, mais à votre avis, est-ce que c'est de la faute des gens et du public ou de votre faute? D'abord, premièrement, c'est pas de la faute du public. C'est la faute des gens du métier. Qui sont, je dis, il faut bien le dire, il y a quand même un maximum de crétins dans le métier. Il faut bien le dire. Bon, puisqu'on est là pour dire des choses vraies, bon, disons-le. Il y a un maximum de gens qui d'abord ne vous font pas confiance. Bon, c'est très important la confiance vis-à-vis des jeunes gens. Au fond, vous sortez de 10 ans d'humiliation. C'est ça, 10 ans d'humiliation et de souffrance. Enfin, souffrance, on va exagérer, mais enfin, c'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance morale. Ça veut dire que on travaille avec des gens qui sont des gens qu'on admire, parce que de toute façon, on les admire, sinon on s'en irait. Et puis on irait travailler ailleurs. Bon, moi j'admire les gens avec qui je travaille, mais on se dit,
Finalement, moi, j'ai autant de talent qu'eux. Pourquoi pas moi? Alors, on peut rester longtemps le comédien du Vercors, c'est-à-dire une personne qu'on ne connaît pas. Alors, c'est affreux, par exemple, d'arriver, j'imagine, arriver à 37 ans, plus maintenant, puisqu'on commence à me connaître, mais arriver à 37 ans, à la sécurité sociale au guichet, par exemple, et la bonne femme du guichet, qui est toujours désagréable automatiquement, puisque c'est à la sécurité sociale, la bonne femme vous dit « Quelle est votre profession ?» Et vous dites « Je suis comédien. » Comment? Quoi? Ça veut rien dire. Pour eux, ça veut rien dire. Si vous n'êtes pas Belmondo, si vous n'êtes pas Delon, si vous n'êtes pas Yann, si vous n'êtes pas, Gainsbourg ou Birkin, ça ne veut rien dire pour eux, être comédien. Donc il faut absolument réussir. C'est pour ça que... Monsieur le directeur, je me suis permis de venir solliciter, d'oser vous demander, de la part de votre haute bienveillance... Une lâcherie en plus, c'est ça! Non, c'est pas exactement ça, monsieur le directeur, ce serait pour une petite augmentation, un petit geste, presque rien. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Mon vieux turpin. Oui, c'est Barju, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Mon père a très bien connu votre père. Oui, le mien aussi, monsieur le directeur. Le comédien, s'il n'est pas connu, d'abord, c'est... Et s'il se complaît dans le fait d'être inconnu, d'abord, c'est un hypocrite. Parce qu'on a tous voulu à la base faire ce métier pour être connu. Sinon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et en plus, alors, il y a un drame, je crois, chez les comédiens qui ne sont pas connus, et s'ils ont une famille et des enfants, c'est dramatique vis-à-vis de leurs enfants. C'est dramatique parce que, progressivement, leur fils va grandir, et il va dire, papa, pourquoi machin, il est plus connu que toi, hein? Mais toi, t'es pas connu, papa. Oh, excusez-moi, monsieur le directeur, je m'excuse, hein. C'est Barju. Oh, c'est vrai. Oh non, excusez-moi, Barju. Oh, c'est pas grave, monsieur le directeur, c'est pas grave, hein. Quand on est con. Vous ignorez les angoisses qui me prennent quand je vois arriver le jour de la paix. Avez-vous remarqué que je ne fume plus le cigare? Et là, je crois que ça fait très mal. Et il faut se l'avouer, et puis il faut pallier à ça, il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, bon, mais enfin... Moi, je me débrouille. Non, je ne vous mens pas, Marcel. Nous avons fait les comptes ensemble, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et je vais vous l'avouer. Oui. Mais ne le dites pas à vos camarades. Ah non, 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 non. Je ne dors plus. Oh là là là. Je cherche un moyen de m'en tirer. Le seul moyen que je ne veux pas employer, ce serait que... Ce serait de pas l'en vous dire. N'en parlons plus. Ah non, ah non, 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 dites-le, monsieur le directeur, dites-le, soulagez-vous. Ce serait que je diminue votre salaire. Et ben voilà, comme ça, on est... Ça alors, si je m'attendais à ça. Mais monsieur le directeur, fallait le dire plus tôt. C'est pas compliqué, prenez ma paye. Marcel. Oh, Marcel, ça me touche beaucoup. Mais je ne peux pas accepter. Monsieur le directeur, faites-moi cet honneur. Oh, merci. Je n'oublierai jamais votre geste. Et pour la peine, je vais vous faire un cadeau. Non, 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 c'est pas nécessaire, monsieur le directeur. C'est pas nécessaire, je ne le fais pas pour ça, alors. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Vous pourrez venir travailler le dimanche. Merci, monsieur le directeur. Merci bien. Merci beaucoup. Je travaillais avec Bouvard à une époque, Philippe Bouvard, vous savez. Et à un moment donné, je commençais à faire du cinéma. Mais ça, c'est très important. Parce que je commençais à faire du cinéma et je ne pouvais plus travailler avec Bouvard. Et donc, Bouvard a commencé à faire la tête. Et je suis allé le voir dans son bureau pour avoir une explication avec lui. Et Bouvard m'a dit, à la fin d'une explication, qui ne fut pas orageuse, mais qui fut comme ça, un échange de mots, il m'a dit « Je n'aime pas qu'on travaille en dehors de moi ». On revient à l'histoire du larbin, vous voyez? C'est-à-dire qu'il veut bien, il vous aime bien tant qu'on amène la sauce, quand on amène des trucs. Et puis à un moment donné, si on veut voler de ses propres ailes, eh ça marche moins bien, ça plaît plus. Mais là, j'ai pas le sentiment de servir la soupe à l'autre, puisque l'autre, c'est moi. Alors là, ça va, je suis très content. Je sais que d'un bout à l'autre, je vais m'amuser. Vous êtes sûr de vous amuser, vous? Oui, oui, totalement. Puisque c'est moi qui ai écrit ça. Sinon, alors je l'enlèverais.
Si c'était pas bien, que je veux le dire... rire du public est tout de même très important. Oui, le rire du public est important, mais je suis mon premier public. Si je m'amuse, automatiquement, je sais que c'est bon. Hé, merde. Colette Godard, moi je suis ravi de vous rencontrer parce que d'abord vous écrivez dans un journal sérieux et puis vous êtes une personne dont j'ai plaisir à lire les articles et justement j'en ai lu un sur moi, j'étais moins content. Oui. Dites-moi, est-ce que, alors, en tant que critique, bien sûr, vous allez voir énormément de spectacles et ça je comprends très bien, c'est un métier très très difficile. Mais alors, vous avez particulièrement pour tâche, vous, d'aller voir les spectacles extramuros de Paris, c'est-à-dire bon, les spectacles périphériques, disons. Et est-ce que ça ne vous donne pas la méshabitude de rire? Ah non, non, mais moi j'aime beaucoup rire. Oui, vous trouvez? Non, bah écoutez, il faut pas croire non plus que les spectacles périphériques, et d'ailleurs ceux qui viennent également à l'intérieur de Paris, soient forcément sinistres ou hyper sérieux. Mais c'est vrai aussi que l'humour y est différent. Il y est plus au second degré. C'est ça. Donc c'est-à-dire que vous alors, faites le rire franc et direct, mais ça m'arrive d'aller voir aussi d'autres spectacles par curiosité, puis par métier. C'est-à-dire il y a rire et rire pour vous. Non, non, pour moi, non, moi il y a rire. Oui. C'est tout. Et vous, monsieur, je m'excuse, c'est à vous que je parle. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait rire dans la vie? Oui, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous amuse, vous, monsieur? Moi, c'est le relax. C'est quoi? Le relax. Oui, non, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous amuse? Quand vous entendez quelque chose de drôle, quel genre de chose vous fait rire? Parce que vous avez... Comment? Le sport. Le sport est rigolo pour vous. Et alors, quand vous voyez un sportif, ça vous fait marrer? Oui. Ah bon, vous rigolez à... Oui. Vous rigolez quand vous voyez un type en train de frapper dans un ballon ou un rugby ou... Bah alors en ce moment, vous devez drôlement vous marrer parce qu'il y a beaucoup de sport. Hein. Ah ben oui. C'est ça. Non mais je voulais dire, ce que je crois que vous n'avez pas bien compris, je vais vous le répéter. Ce que je voulais dire, c'est quel genre de blague vous fait rire? C'est ça que je voulais vous dire. Oh, ça y est, un genre de blague, ah bah ça y est. Oui, c'est ça, c'est quel genre de blague, je vous demande? Quel genre de blague vous fait rire? Genre de blague? Oui, genre de blague. Quand je dis genre de blague, c'est genre de blague, hein, c'est pas genre de blague, c'est ça, c'est plutôt genre de blague. Oh, je sais pas, moi... Oui. Mettre une assiette sur la table, par exemple. De quoi? Une assiette sur la table. Sous la table? Oui. Non, mais c'est pas une blague, ça. Si. Ah, et ça vous fait marrer? Oui. Non, mais quel genre de blague vous fait rire, je veux dire? C'est ça, le truc. Attention, je crois qu'on s'est pas compris. Je vous ai dit quel genre de blague, hein? Genre de blague. Genre de blague. À quel point de vue? Au point de vue blague. Au point de vue blague, au point de vue genre de blague. On n'a pas. Comment? Non, des blagues, vous voyez ce que je veux dire? Des blagues, on s'amuse, on dit des choses amusantes avec vos copains, par exemple. Ouais. Alors, quel genre de blague vous fait rire? Ben, attendez. Non, 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 non. Je vais la sortir. Ah, vous avez une blague, c'est une blague. Ah, oui. Oui, j'ai une blague à vous sortir. Quel genre de blague vous amuse? Ben, petites histoires qu'on fait aux copains, quoi. Ouais. De quel style, alors? Il y a plusieurs styles. Ouais. Attendez, monsieur. Attendez. Nous, on est entre camarades, on fait souvent qu'on se fait des petites histoires. C'est ça. Alors ça, c'est ce qui vous fait rire, c'est des petites histoires que vous faites entre copains. Vous parlez que le gars, il ramène son casse-croûte le matin, hein, vous lui videz sa sacoche pour lui tirer 100 litres de vin et vous lui mettez un parpaing à la place. Et puis quand il revient à midi, il fait la gueule. Ça, voilà, ça c'est le genre d'humour qui vous fait marrer. Ce qui est normal, je veux dire, oui, chacun son truc, c'est normal. Oui. C'est normal. Et mais par exemple, dans les grands comiques, alors qu'est-ce qui vous fait rire? Grand comique. C'est ça, c'est cette fameuse blague. Ah oui, en effet. Elle est hilarante. C'est vrai, elle est marrante. Oui, alors c'est deux clous et puis il faut les... C'est ça? Débrouillez-vous. Je comprends pas ça. Ici. Puisque vous êtes là, et moi ça me fait plaisir que vous soyez là, je dis, tiens, pourquoi on ferait pas un truc marrant? Et comme j'ai plein de... Ah. Bonsoir. Vous connaissez? Non. Comme c'est... Écoute, moi, ce que je propose, c'est de faire... Vous voulez qu'on se rencontre? Il faut qu'on se voit pour en parler. Bon, comme ça on pourra... Sinon, on va faire n'importe quoi. Je vous dirai les idées que j'ai. Non, mais j'en ai pas mal. Même pas.
Je suis amoureux d'une chanteuse d'opéra. Maria, qu'elle s'appelle. Maria Sapriciosa. Maria est très grosse, mais d'une beauté, d'une beauté. Elle me rappelle Guillaume, un copain de régiment. Tout est bon en Maria, ses yeux énormes, sa bouche énorme également, avec de légers poils noirs frisottés. Son nez long et effilé, avec lequel elle ouvre son courrier le matin. Ses oreilles lâches comme des bérets masques. Et son cou, ah, son cou. Qui chantera jamais le gros coup de Maria? Mais alors, ce qu'elle a de plus beau en elle, Maria, c'est son filet de voix, d'une douceur, d'une légèreté. Et c'est ça qui m'a plu en Maria, moi. C'est son... Encore un petit peu. Je me suis approché d'elle et avec d'infinies précautions, je lui ai demandé « Vous n'êtes pas chanteuse par hasard ?» Alors elle a pris une pause et elle a fait... J'ai dit, je m'en doutais, j'ai été charmé par votre voix, est-ce que je peux vous revoir? Elle a fait... J'ai bien entendu, d'accord, oui. À quelle heure? Elle a fait... Moins le quart. On ne le croirait pas comme ça, mais la gorge de Maria est très fragile. Elle est obligée, par exemple, de se faire graisser les cordes vocales tous les 2500 concerts chez un garagiste d'Orveil. Maria n'a pas un seul défaut. Le seul inconvénient, si vous voulez, c'est que dans les moments... Comment dirais-je? Dans les moments où... Enfin, quand elle et moi, nous... Enfin, quand elle est très heureuse, Maria ne peut pas s'empêcher de faire... Et ça, j'ai jamais pu m'y faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, avec l'oreiller, je l'ai étouffé, monsieur le commissaire. Je tiens son dernier. Des rencontres comme celle-ci peuvent arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants plus tard. Marcel Marchu et ses rapports sexuels. Ben, vous l'avez, votre truc drôle. Il est marrant. Hein. Pas tellement. C'était pourtant bien prévu comme ça. Oui, il est vrai que sexuellement, des fois, si je me dégonfle et ça plaît pas aux femmes. Votre taille vous a gêné, au fond vous gêne plus dans vos rapports avec les hommes qu'avec les femmes. Oui, pour les femmes, ça me gêne Vous gêne pas. pas Je veux du dire, non. Plus elle est grande, mieux ça vaut. Comme ça, elle me protège de la pluie. Parce que quand je vous vois jouer avec une femme qui a qui a une tête de plus que vous et vous lui arrivez au nombril... Oui, non, ça c'est parce que... Oui, c'est bien sûr, mais ça c'est uniquement parce qu'elle était comme ça et que je l'ai choisie et que je lui trouvais du talent. Et puis peu m'importe si elle est grande. Je veux dire, c'est comme Marthe Keller, elle est très grande aussi, j'aimerais bien jouer avec elle. Bon, on se dit ça comme ça. Enchaînons, Marcel, Oui, ne traite pas. d'accord, oui. À bientôt. Je t'embrasse. Je t'embrasse amoureusement. Amoureusement, ma mémé chérie. Oui, amoureusement, c'est peut-être beaucoup quand même. Ça fait rien, de toute façon, c'est pas lire. Bon, Marcel. Vous vous sentez une âme de séducteur? Pas du tout. Pas du tout. Et puis, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je pense pas que ce soit mon propos. C'est pas... ça n'est pas dans ma vie ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui compte le plus? Votre travail? Oui, je vous dis, réussir. Je n'ai qu'un point de mire, moi. J'ai des œillères, je suis comme un cheval. Je voudrais avoir mon nom et puis peut-être un jour entrer au Panthéon. Ah oui, rien n'est trop beau. Je dis ça en rigolant, bien sûr, mais c'est vrai que le seul intérêt pour moi, c'est réussir ce que j'ai... J'ai tout mis là-dedans, moi. Est-ce que c'est pour vous d'être un grand auteur ou un grand acteur comique, la réussite? Je ne me considère pas comme un auteur. Je ne suis pas du tout un auteur, moi. Et je le dis vraiment très honnêtement, je m'en fous. On peut très bien dire, Prévost, qu'est-ce que c'est mal écrit son truc? Ça m'est complètement indifférent. Moi, je considère que je me suis écrit un truc comme ça pour m'amuser, pour amuser les gens, parce que je sais que dire des choses, c'est pas parce qu'on dit des choses amusantes qu'elles sont forcément bien écrites. C'est à moi que vous écrivez? Oh, ben n'ayez pas peur, je suis pas une mauvaise fille.
Je vous connais pas, moi. Moi non plus. Mais dites-moi quand même votre prénom. Pourquoi faire? Si vous me dites le vôtre, je vous dirai le mien. Oh, ça me fera une belle jambe. Oh, boudeur avec ça. Je m'appelle Marcel, là. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Fichez-moi la paix, s'il vous plaît. Eh ben, vous fâchez pas, Marcel. Mais je me fâche pas, mais je vous le dis. Moi, je m'appelle Josette. J'ai 24 ans. Et vous aussi, je parie. Non, 37, vous êtes bien attrapé. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille, moi. Et en plus, je suis étudiant. Oh, bah ça alors, moi aussi. Et en quoi? En lézard. Oh, dites donc, ça doit être passionnant, hein. Et après, vous serez ingénieur? Hein? Non, je dis après. Vous serez ingénieur? Oui, oui. Peut-être, oui. Oui, sûrement même, oui, certainement. Oui. S'il y a des débouchés dans la matière. Eh ben, je vous le souhaite, Marcel. Ben, c'est gentil. Et vous, Josette, qu'est-ce que vous étudiez alors de votre côté? Les huîtres. Ah oui, c'est intéressant aussi. Ah oui, les moins R seulement. Vous êtes fiancée? Est-ce que vous pouvez être curieuse? Vous habitez chez vos parents? Oui, là. Et si je vous invitais à manger, Marcel? Bah, Marcel... Ça va, ça va! Ça va pas, Benzaï, moi je voulais seulement vous inviter à manger, Marcel! Vous êtes un auteur pour vous servir votre soupe. Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Et je m'habille, je me taille un costume, et puis ce costume me va et il plaît aux autres, alors ils l'achètent. Puis ils viennent. Et c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas en plus, c'est ce qu'on a vu, et ça je crois que c'est intéressant, je n'ai pas de vanité d'auteur. On peut dire, dis donc, c'est très mauvais ton tableau, là, ton sketch. Ah bon, tu trouves que c'est mauvais? Ah bon, bah virons-le, parce que j'ai tellement le doute en moi, malgré tout. Malgré tout, on a quand même un petit peu un doute, on va pas s'amener là, on n'est pas si sûr de soi qu'on en a l'air quand même. On se joue toujours un petit peu la comédie. Bon, alors moi je m'amène, je dis non, regarde, t'as vu ça, c'est chouette ce que j'ai écrit. Tu penses au fond de moi, je me dis, pourvu qu'il le trouve bien, parce que je serais mortifié s'il le trouvait pas bien. Bon, mais c'est quand même, ça fait partie de la duplicité de la duplicité des rapports, des machins, de tout ce qu'on... Ça fait partie de la comédie que malgré tout on se joue, même si on veut pas se la jouer. C'est vrai, bon, on est tous comme ça, on biaise un petit peu, on biaise tout le temps. C'est son aspect physique qui m'a d'abord impressionné. Je me suis dit, je me rappelle dans les premières secondes où je l'ai vu sur la scène, quel drôle d'oiseau, mais au sens propre du mot, car je trouve, et c'est fascinant, que ce type-là ressemble exactement à un oiseau. Regardez-le de très très près, vous verrez, il a un nez qui est un bec d'oiseau, qui coupe le visage comme un bec d'oiseau. Il a une bouche très étroite et presque méchante, exactement comme les oiseaux. Il a un cou très long, très flexible, très mobile, exactement comme les oiseaux. Et puis alors, il y a son regard, qui est un regard assez personnel, enfin assez extraordinaire. Il a deux yeux ronds qui n'arrêtent pas de bouger, qui sont partout à la fois, qui en même temps donnent une impression de fixité assez étrange. Exactement comme les oiseaux qui regardent toutes les choses en même temps, qui se fixent, je sais pas, peut-être 1000 images en une minute. Daniel Prévost, pour moi, c'est exactement ça. C'est le genre de type qui observe tout, qui enregistre tout, qui emmagasine tout, exactement comme un oiseau. Avec en plus ça, le nez qui fait bec qui picore sans arrêt, qui picore dans la vie, qui picore de même les images, qui picore les gens, qui picore les situations, les êtres. Et puis il y a cette méchanceté qui est celle de l'oiseau. Il y a cette férocité, il y a encore une fois, ce bec qui n'arrête pas de se défendre, car c'est une férocité défensive, c'est pas une férocité agressive. Le personnage de Marcel Barjus, qu'il interprète, est un personnage fait à la fois de faiblesse et de force. Quand Marcel Barjus est fort, c'est pour se défendre contre les autres. C'est pas gratuitement pour affirmer sa force. Alors il y a ça, qui est également une caractéristique de l'oiseau, puis il y a la vulnérabilité de l'oiseau. Il est tendre en même temps. J'étais un petit bois de France, avec 12 rouges furets, mais je n'ai jamais eu de chance. Ah, que m'est-il donc arrivé? Je crains fort de n'être plus rien qu'un souvenir, une peinture, ou le restant d'une aventure, un parfum, je ne sais pas bien. Ne suis-je plus en la mémoire de quelle folle ou bien d'enfant qui vous dirait mieux mon histoire que je ne fais en ce moment?
Mais où sont-ils donc sur la terre pour que vous les interrogiez? Eux qui savent que je dis vrai, et jamais je ne désespère. Mon Dieu, comme c'est difficile d'être un petit bois disparu, quand on avait tant de racines, comment faire pour n'être plus? C'est cette impression qu'on a qui ne supporte pas d'être étranglé, d'être mis en cage, d'être enfermé, d'être contraint par quoi que ce soit, de même qu'un oiseau ne le supporte pas. Cette impression de liberté que donne son spectacle et que donne son personnage. Marcel Barjus, vous venez de remporter le Grand Prix de la connerie française. Quel effet cela vous fait-il et quelles sont vos impressions? Ben, je dois dire que je suis encore très bouleversé à la pensée d'avoir remporté le titre tant envié de con. Mais ma consécration de con est encore trop récente pour pouvoir vous donner mes impressions. Marcel Barjus, on dit maintenant que vous faites figure de chef de file de la connerie française. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a remporté le Grand Prix qu'on est chef de file, hein. Pour être chef de file, il faut faire école. Pour l'instant, je ne suis que le con unique et intégral. Et tout en étant conscient et heureux autant qu'on puisse l'être, je n'en tire pas une vanité démesurée. J'essaie d'être en restant simple. Marcel Barjus, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui se lancent à corps perdu dans la connerie? Et faites-vous une différence entre la génération de cons dont vous faites partie et celle qui vous suit? Et qui attend de vous, il faut bien le dire, un encouragement, un signe. Oui. Tout d'abord, je n'ai pas de conseils à donner aux jeunes cons. On est cons et on meurt cons. Bien sûr, il y a des cons aux talents divers, mais au fond, si on y réfléchit bien, et l'histoire nous le prouve à chaque page, la connerie est universelle et indissolublement liée à l'histoire du monde. Tous les hommes naissent égaux entre eux. Il y a un con qui sommeille. Oui, si vous voulez. Je veux bien qu'on me prenne pour un rigolo si on ne me montre pas qu'on me prend pour un imbécile. Ah oui, parce que c'est lié pour vous. Oui, parce qu'un rigolo, c'est pas un imbécile. C'est pas forcément un imbécile. Dans votre pièce, vous réglez un certain nombre de comptes aux choses. Et en général, le rire, il est souvent une revanche. Oui. Et je voudrais savoir, quelle est votre revanche personnelle? Sur quoi? Eh bien, moi, ma revanche, elle est basée sur toutes les humiliations qu'on subit. Je ne suis pas le seul à subir, d'ailleurs. Vous, tout le monde les subit. Toutes les humiliations de la vie courante. C'est-à-dire toutes les lâchetés, toutes les âneries qu'on vous fait subir, toutes les choses qu'on vous met sur le dos. Sans parler spécialement du spectacle, mais il est vrai que c'est vrai qu'on est un petit peu ce qu'on écrit. Bon, et c'est vrai que bon, dans ce spectacle... dans Barjus, c'est un petit peu moi, de toute façon. Et il est vrai qu'on a un côté lâche, que tout le monde a un côté lâche, non seulement moi. Je veux dire, si je dis moi je suis un lâche, tout le monde va dire ah, t'as entendu, il l'a dit, mais vous aussi. C'est ça qui est important à dire, c'est que tout le monde est lâche, c'est-à-dire que on doit bien se souvenir au moins une fois dans sa vie qu'on a été un pauvre mec en face d'un autre. Je n'ai pas des biceps, je n'ai pas de trucs. Si, des fois, j'ai un slip Tarzan dans la loge. Je vous le montrerai tout à l'heure. Est-ce que vous avez manqué d'argent? Bien sûr, nous étions sortez les mouchoirs dans la misère. Mais ça me fait rire maintenant. Ça me fait marrer autour des autres. Est-ce que ça vous fait rire? Comment? Vous avez Non, ça me fait rire. Non, ça ne me fait pas rire du tout, je peux vous le dire. Je suis un garçon qui a infiniment de cœur et non, je ne dis pas ça pour réparer ce que je viens de dire avant, c'est pas ça. Mais je dis que non, ça ne m'amuse pas du tout. Parce qu'on a des souvenirs, mais c'est pas très important. Hé, voleur! La raison pour laquelle je veux devenir riche, c'est que je veux tout. Vous comprenez? Je veux pas un petit peu de ceci ou un petit peu de cela. Ça serait ridicule et hypocrite de ma part de vous dire ça, puisque c'est faux. C'est totalement faux. Moi, ce que je veux, c'est une grosse bagnole, c'est des valets, un domestique, un mec à gants blancs qui vient me servir les lentilles. Bon, c'est ça. Vous voulez ça tous les jours? Tous les jours, je ne sais pas, mais enfin, quand j'en ai envie, j'aime bien en avoir un sous la main. Parce que je trouve que ça doit être formidable de vivre dans un palais de glace. Louis XIV, ça devait être merveilleux. Je suis désolé, ça devait être formidable, même s'ils n'avaient pas l'eau courante. Vous avez des amis? J'ai quelques amis sûrs et sincères et francs et honnêtes et loyaux. J'ai beaucoup de copains. Je ne sais pas si ce sont mes amis, mais quand ça n'ira pas du tout bien pour moi, je verrai si ce sont des amis. Pour l'instant, j'en sais rien. Vous savez, je crois que je ne sais plus qui encore a dit que l'amitié, finalement, elle se résumait à une seule chose. Peut-on ou ne peut-on pas demander de l'argent à quelqu'un?
Oui, c'est bien, oui. Bah, oui, c'est bien. C'est vrai en plus. C'est un raccourci, oui. C'est un raccourci, mais c'est vrai. Alors, ce qui est gênant avec Daniel, c'est qu'il parle tout le temps de lui en disant je suis un gugus. Et en réalité, ce qu'il est, ça va au-delà. Moi, je crois qu'il est fou, mais réellement fou. Il l'est depuis 20 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Il y a 20 ans, sa folie, elle se traduisait par des envolées lyriques dans le métro, par des discours qui tenaient sur la sexopathologie dans le marxisme sur le boulevard Saint-Michel. Par des débats qu'il organisait à la station de métro sur Victor Hugo, sur Balzac, et les gens venaient et ça troupait, et quand on sortait du centre, c'était toujours extraordinaire de prendre le métro, parce qu'il y avait toujours 200 personnes qui écoutaient Daniel en train de parler. Monsieur est américain, mais ça fait rien, je vais parler anglais avec lui. Et je dis qu'il était fou parce que c'était une partie de son caractère. Et il n'était pas connu pour ça au centre, il était connu pour autre chose, il était connu comme un romantique, il était amoureux tout le temps. Tous les jours, c'était pas dangereux d'ailleurs, mais tous les jours il était amoureux, hein, à mourir, il venait, il me disait je vais me tuer, tu sais, cette fille elle m'aime pas, mais vraiment c'était très sérieux. Maintenant il est marié, il a des enfants, il est très rangé. Et alors son comique, il est né de cette folie. C'est-à-dire qu'un jour, il a réussi à faire la part entre sa folie et puis sa sensibilité. Et maintenant son comique, c'est la mise en scène, la mise en valeur de sa folie. Et ça, c'est rare, il y en a peu en France. C'est un comique à l'américaine, un peu à l'italienne maintenant. Il y en a peu en France. C'est très rare. Là, il se fout peut-être de bois d'ailleurs en ce moment, parce que c'est un sinistre de ce côté-là. C'est un sinistre de ce côté-là. Là, voilà, ça y est, monsieur est le premier touriste américain que je considère comme méritant la médaille de l'écologie. Monsieur est extrêmement propre. Monsieur vient de mettre sa peau de banane dans la poubelle. Est-ce que vous pensez souvent au passé? J'évite d'y penser. J'évite d'y penser parce que c'est pas une chose très agréable. Et j'évite de penser à l'avenir parce que ça n'est pas très agréable non plus. Pourquoi est-ce que parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. L'avenir, c'est toujours des choses comme ça. Ça tourne toujours mal? Oh, bah pour tout le monde. Monsieur Marcel Barjus, sans doute. Lui-même. Soi-même. Moi-même. Oh, la Vénarde! Oh, la Vénarde! Je sais pourquoi vous venez. Ah, vous m'avez reconnu. Oui. Bah, cette fois-ci, ça n'est pas pour vous que je viens. Le docteur Marubier s'est trompé à votre sujet. Ça n'est pas mortel. Ah, alors ça, c'est une chance. C'est une chance parce que, justement, j'allais m'aliter. Si vous voulez en profiter. Oui, parce qu'on représente toujours la mort sous les traits d'une vieille sorcière effrayante. Pourquoi ne pas la représenter sous les traits d'une jeune et jolie femme, hein? Tiens, reviens la mort, viens, montre-toi, viens. Viens, viens. Que tout le monde en profite, viens. Ah, la mort ne veut pas revenir ce soir. Elle est timide. C'est parce qu'on est plus nombreux qu'elle, c'est pour ça. Et c'est bizarre, elle est toujours suivie de sa compagne, la religion. Je vous écoute, mon fils. Ma sœur, je m'accuse d'avoir péché. C'est intéressant. Et avec qui? Avec une femme. Oh, la Vénarde. Ce n'est pas bien, Fifi, ce n'est pas bien. Et combien de fois? Jusqu'à présent, j'en ai compté 12 par jour. Mais elle dit que je perds la mémoire. Vous avez commis l'œuvre de chair, coquin. Oui, ma sœur, et je m'en excuse. Battez-vous la coulpe, mon fils? Plus vite, plus vite, plus vite, encore plus vite. Ce n'est pas tout, ma sœur. J'ai envie de recommencer. Tiens, en ce moment, ça me reprend. Oh, il ne t'arrive point, quel tempérament. Alors, mon fils, vous courez à votre perte, à votre damnation. Je ne sais quel démon me pousse, ma sœur. C'est atroce, c'est atroce, c'est atrocement bon, la vache. Quel est, à votre avis, le plus bel âge de la vie? C'est le mien, pour l'instant. C'est le mien, parce qu'après, je vois pas bien. Est-ce que vous aimez faire rire vos enfants? Beaucoup, beaucoup. Et je vais vous-même vous dire, s'ils ne trouvent pas bien certaines choses, eh ben, je la trouve saumâtre des fois. Et à la certaines maison, choses que je fais. À la maison, vous les faites rire? Oui, à la maison, je les fais rire, comme je disais tout à l'heure. J'aime bien avoir des moments de folie, des moments d'imbécilité, de me retrouver beaucoup plus jeune que je ne le suis. L'amour nous illumine comme une grosse aubergine. En somme, pour la première fois de votre vie, vous commencez à être heureux. Oui, je suis très heureux en ce moment, mais il faut que ça continue. Il faut surtout pas décrocher. Hein. Je veux dire, il faut être
très, très prudent et être extrêmement conscient de ce qu'on fait. Il ne faut pas dire, ah, ça y est, c'est acquis. Ça n'est jamais acquis. Alors il faut... c'est pour ça que l'inquiétude est constante et permanente. Mais on dit l'inquiétude, c'est un grand mot. Je veux dire, ça ne m'empêche pas de rigoler et de m'amuser, franchement. Et vous aimez ça? Qu'est-ce que vous aimez en dehors du théâtre, du comique, du rire? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez des petits détails de la vie, faire la cuisine? J'aime rien. J'aime rien du tout. En dehors de faire rire, qui me prend un maximum de temps. En dehors de jouer, la comédie, non, en dehors de penser à ce que je vais faire, d'envisager comment va se passer tel événement artistique. Non, c'est pas, ce métier m'absorbe tout mon temps. Tout, je n'ai aucune préoccupation et je ne veux pas avoir une autre préoccupation que ça. Moi, je suis là, j'ai construit toute ma vie autour de ça et ça ne se passe que comme ça. Par exemple, vous êtes au courant des élections, vous savez... Ah oui, ça, alors, oui, ça, j'ai une grande... Oui, j'ai une grande curiosité. J'ai une grande curiosité, je m'intéresse à tout. Mais à tout comme ça, ça n'est pas particulier à une chose. Quand je dis je n'aime rien, c'est vrai que je n'aime rien en particulier, mais j'aime tout en général. À savoir que d'un seul coup, je vais me plonger dans les romans américains. Et puis, je vais me lever le matin, je vais dire, tiens, je vais écouter Mozart, je vais écouter le Requiem de Mozart. Parce que j'ai envie d'écouter le Requiem de Mozart. Et pourquoi pas? C'est comme je parlais des poèmes de machin, de Sibérienne, ou de Baudelaire, ou de Messamba. D'un seul coup, j'ai envie de lire la prose du Transsibérien. Ben, je dirais la prose du Transsibérien. Parce que j'ai envie, et puis d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais réapprendre l'anglais. Ben, je me mets à réapprendre l'anglais. Pendant 1 heure, puis c'est fini, après pendant 8 jours. Je l'oublie. Bon, et puis je dis, tiens, je vais me mettre à l'écologie. Tiens, ça m'intéresse, l'écologie. Alors, j'achète des bouquins sur l'écologie. Puis après, je me dis, oh non, ça m'intéresse plus. C'est trop, ça m'intéresse pas. Alors, j'arrête. Mais je pourrais quand même parler de l'écologie. Je peux parler de tout. Mais pas en profondeur. Je suis un être extrêmement superficiel.